Bonsoir à toutes et à tous, on va parler d'Indiana Jones 5. Et il n'y a pas à dire, les nazis c'est une valeur sûre, hein. Au cinéma en tout cas, au cinéma. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sens que ça va démonétiser la vidéo, mais bon, bon, c'est pas grave. C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu le film en tout cas. Quand tu mets des nazis en tant que méchants, ça marche toujours. Alors, Indiana Jones 5. Déjà, je vais commencer par cette vidéo en vous disant que je n'ai vu qu'une seule critique du film. J'ai refusé de voir les autres critiques, y compris les collègues. Je n'ai vu qu'une seule critique du film, c'est celle de mon ami Alexandre, la critique de Néo, que je vous encourage à aller voir. Et en voyant sa critique du film sans spoilers, j'étais pas rassuré. Il en disait pas que du mal, mais il en disait pas que du bien non plus. Et j'étais pas chaud pour aller voir le film. Et puis hier, mercredi 28, c'était les soldes. Je me lève très tôt le matin pour essayer de dégoter des jeux vidéo, des petites pépites. Je rentre chez moi entre midi et deux et je regarde sur Twitter et il y a le poteau Mister Fred à qui je fais un coucou. Je sais qu'il a fait une critique du film. Je n'ai pas vu sa critique encore, mais je sais qu'il a beaucoup aimé. Et il me dit, ouais, je suis sur le cul. Je lui dis, t'as vu le film? Est-ce qu'il est bon? Parce qu'on a un peu les mêmes goûts, sauf sur Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir que j'adore et que lui non. Mais on a un peu les mêmes goûts en matière de féminisme, tout ça, ce genre de choses, wokisme à la Disney qui nous insupporte. Et il me dit, fonce, vas-y, tu seras pas déçu. Alors, bon, voilà, j'avais pas grand-chose à faire hier après-midi, j'y suis allé. Et ce que je vais vous dire avant de rentrer dans la critique du film, il y aura deux parties. La première partie sans spoilers et ensuite la partie avec spoilers. C'est que, quels que soient les avis des youtubeurs, ça reste subjectif. Voilà. Arrêtez de croire que certains youtubeurs détiennent la vérité absolue. Arrêtez d'écouter les avis totalement négatifs ou entièrement positifs, hein. Moi, ça m'arrive. Des fois, je vous dis, ah, ce film est un chef-d'œuvre, cette série est un chef-d'œuvre. Tout ça n'est que subjectivité. Il n'y a aucun youtubeur, aucun. Mais quand je vous dis, pas même les gros, hein, Durandal, à l'époque In the Panda, ou encore aujourd'hui Dirty Tommy, Reg le Gorilla, pour qui, youtubeurs comme Dirty Tommy, pour qui j'ai du respect par ailleurs, ou Merege et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Les Captain Popcorn, que ce soit des youtubeurs à 10 000, à 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million d'abonnés, il n'y en a aucun youtubeur ciné qui ne détient la vérité absolue sur un film. Ça n'existe pas. Parce que c'est de l'art. Et l'art, c'est subjectif, ça n'est qu'une question de ressenti. On peut être à peu près objectif sur la réalisation. Des fois, il y a des réalisateurs, ils savent pas tenir une caméra ou des effets spéciaux qui sont dégueux. Mais alors, The Flash, par exemple, ignoble. Mais en termes d'interprétation, en termes de direction artistique, en termes d'ambiance, du scénario, tout ça est du ressenti personnel. Quand vous comprendrez que le cinéma, il n'y a pas de vérité absolue chez les gens, contrairement aux mathématiques, aux sciences, à la médecine, à l'histoire de manière générale, même si l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, mais dans d'autres domaines, il y a des vérités absolues. Dans le cinéma et dans l'avis qu'on peut se faire sur un film, il n'y a pas de vérité absolue. Faites-vous votre propre avis. Et je vais redire ce que Mister Fred vient de dire dans sa vidéo, ne soyez pas des moutons, ne dites pas, parce qu'un youtubeur m'a dit de ne pas aller le voir, je ne vais pas aller le voir. Ça, c'est être un suiveur. Ne soyez pas des suiveurs, faites-vous votre propre avis. Mais par-dessus tout, si vous aimez pas, soyez respectueux et soyez poli. Voilà. C'est ce que je dis à chaque fois dans mes vidéos. Les seules personnes que je bloque ou que je bannis, moi, c'est celles qui viennent avec leur condescendance me dire ton avis c'est de la merde parce que ce film c'est de la merde. Celles-là, elles prennent un ban définitif et basta. Mais les autres qui viennent, mais qui me disent « Ah, j'ai été déçu, j'ai pas aimé », pas de souci, c'est votre avis et je le respecte. Ceci étant dit en introduction, ça fait déjà 4 minutes, je vais quand même rentrer dans la critique du film à proprement parler. J'étais pas serein avant d'aller voir le film. Vraiment, ça me disait rien. La bande-annonce ne m'avait pas hypé du tout. 2h34 quand j'ai vu la durée, je me suis dit « Oh, ça va être long, ça va être long ». Il y a certaines choses sur lesquelles j'ai été rassuré, d'autres où ça a confirmé mes craintes, mais globalement, j'ai pris un plaisir fou. Vraiment, je vous le dis. En particulier grâce à la dernière partie du film, parce que le film se décompose en 3 parties. Les 30 premières minutes, qui sont excellentes, je vais y revenir de toute façon, là on est dans la partie sans spoilers. Ensuite, la partie principale du film, qui dure entre 1h15 et 1h30, c'est celle où il y a les plus gros défauts. Et la dernière partie, qui dure une demi-heure à peu près, qui est
exceptionnel en émotion, en intensité, et qui, je dois le dire, j'avais la gorge un peu nouée parce qu'il y a à la fois de la nostalgie, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la générosité, de la bienveillance envers le personnage d'Indiana Jones et un profond respect du personnage. Mais tu as la partie centrale, celle qui est un peu plus longue que les deux autres, qui dure entre 1 heure et quart et 1 heure et demie, où oui, il y a des longueurs, il y a parfois des défauts de rythme, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, des moments parfois un peu cringe, bon voilà, des personnages qui chantent, tu sais pas pourquoi, des méchants qui, en tout cas pour les méchants secondaires, qui sont pas toujours très fut-fut, et puis un Indiana Jones qui a beaucoup trop vieilli et ce sera pour moi le plus gros point négatif. Harrison Ford est trop vieux pour le rôle. Avec tout le respect que j'ai pour Harrison Ford, c'est un acteur mythique et moi, vous savez qu'une des raisons qui fait que j'ai détesté Star Wars 7, Le Réveil de la Force, plus que le 8 et le 9 réunis, c'est le traitement qui est réservé à Han Solo. Je suis désolé, mais c'est un manque de respect pour moi ce qui arrive à Han Solo dans la post-logie, là, 7, 8, 9. Et ici, on n'est pas sur un manque de respect comme a fait J.J. Abrams. James Mangold, il a quand même beaucoup plus de respect pour le personnage d'Indiana Jones que J.J. Abrams pour Han Solo. Mais malgré tout, ça fait de la peine de le voir très vieux. Il est presque en déambulateur. Son lasso, il le sort une fois, c'est dans la scène que vous avez vue dans la bande-annonce, où tout le monde est surarmé et lui, il a son pauvre lasso qui ne sert à rien. Mais en dehors de ça, c'est plus le Indiana Jones d'avant. C'est un Indiana Jones croulant, qui a des broches dans les jambes et qui a des opérations de la hanche. C'est un Indiana Jones, le film se passe à la fin des années 60, après l'atterrissage de Apollo 11, et durant la période Woodstock, avec des jeunes un petit peu, voilà, des babas cool. Aujourd'hui, ce serait plutôt des punks à chiens en train de manifester sur des sites d'agriculteurs, mais qui le respectent pas, parce que je vais vous prendre une scène, et c'est vraiment pas du spoiler narratif, mais vraiment ça spoil rien d'intéressant du film. Euh, à un moment donné, voilà, il se réveille en sursaut parce que ses voisins jeunes ont mis la musique à fond. Ils sont en train d'écouter les Beatles, ils sont en train, voilà, il y a plein de tubes des années 60. Et il descend en sursaut, il descend en pyjama, grognon, avec une batte de baseball pour taper à la porte, pour dire aux jeunes respectez les gens qui dorment. Et il lui claque la porte au visage en lui disant le vieux va te recoucher. Donc on sent que Indiana Jones n'est plus fait pour la vie des années 60, 70, la vie moderne entre guillemets de l'époque, hein, puisque le film se passe dans le passé. C'est pas en 2024, enfin 2023. Et du coup, il traîne la patte, il est grognon, même quand il est prof d'université, les élèves ne l'écoutent pas, ils en ont un peu rien à faire. Et nous, on connaît les 4 premiers Indiana Jones. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour toujours vous dire que c'est subjectif. Moi, mon préféré, c'est le 4. Et pourtant, j'ai grandi avec les 3 premiers. Mais mon préféré, c'est le 4. J'ai jamais compris l'acharnement contre Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, qui est excellent avec voilà, les extraterrestres, le côté SF, j'avais adoré, jamais compris la haine envers ce film. Mais bon, comme quoi, les gens qui aujourd'hui insultent le 5 sans l'avoir vu, disent que le 4 était meilleur alors qu'ils l'ont eux-mêmes insulté. Bref, des pigeons, quoi. Je referme la parenthèse. Oui, on sent que ce n'est pas au niveau des 4 premiers. C'est clairement pas au niveau des 4 premiers. Et le mec n'arrive pas, il est plus fait pour cette époque-là. C'est pour ça que les 2 meilleures parties, c'est l'introduction et la conclusion. L'introduction, c'est celle que vous avez vue dans la bande-annonce avec Harrison Ford rajeuni. Et j'y viendrai dans les points positifs parce que c'est un énorme point positif. Et la conclusion, je serai obligé de passer à la partie spoilers. Mais pour les points négatifs, outre donc ce défaut de rythme du film et un Harrison Ford qui joue très bien, c'est pas le souci, mais qui est vieillissant. En dehors de ça, c'est long. Ça méritait 20 à 25 minutes de moins. Clairement, ça méritait 20 à 25 minutes de moins. Et pendant une bonne partie du film, je vous disais, il y a des scènes qui sont beaucoup trop longues. Notamment celle avec le personnage de Antonio Banderas, qui fait un ami d'Indiana Jones. Je peux pas en dire plus. C'est trop long. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Euh, et puis, il y a certains méchants, notamment Boyd Holbrook, qui pourtant est un excellent acteur, qui a joué dans Narcos aux côtés de Wagner Moura, donc
Boyd Holbrook, qui a ensuite joué dans The Predator, et il a joué, il me semble, dans Logan, de James Mangold aussi. Boyd Holbrook, c'est le méchant sans aucune nuance, qui n'a aucune profondeur, l'écervelé qui tire sur tout et tout le monde, et qui sait pas réfléchir, quoi. Alors, il y a une perso afro-américain. Je vais pas soupçonner le film de Black Lives Matter parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas parce qu'il y a des noirs dans un film, on n'est pas sur La Petite Sirène. C'est pas parce qu'il y a des noirs, une noire dans un film qu'on est tout de suite dans de la propagande Black Lives Matter. Faut pas déconner non plus. C'est absolument pas gênant. C'est juste que le perso ne sert à rien. Elle fait une agente de la CIA, mais le perso ne sert à rien. Si elle n'était pas là, c'est la même chose. À la rigueur, ils auraient mieux fait de donner des rôles un peu plus importants à des acteurs afro-américains. Mais bon. Encore une fois, il n'y a pas de wokisme, et j'y reviendrai, c'est dans les points positifs, il n'y a pas de wokisme dans le film. Non, pour moi, un des points les plus agaçants du film, c'est le personnage de Teddy, ce jeune qui accompagne le personnage joué par Phoebe Waller-Bridge. Ce personnage de Teddy, ce jeune qu'ils ont voulu un peu copier sur à la fois 2001 de Indiana Jones 2 et Mute de Shia LaBeouf. C'est une espèce d'ersatz mix entre les deux. Ce jeune ne sert à rien. Il était tête à claque avec son petit duvet, avec sa petite moustache, qui t'a envie de lui mettre 2 gifles. Il était insupportable, mais vraiment. Et on le voit quand même les 2 tiers du film. Donc ça m'a agacé. J'étais là, je me disais, mais dégagez-le, ce gosse, cette espèce de bouffon qui ne sert à rien dans le scénar. Il est capricieux, il manque de respect, c'est un pickpocket, il vole dans les poches. Je dis, dégagez ce délinquant du film, c'est bon, on en a déjà assez à la télé, j'ai pas envie de voir des délinquants dans un film de Indiana Jones, quoi. Donc ça m'a agacé, avec tout le respect que j'ai pour la présomption d'innocence, pour ce qui se passe dans l'actualité, attention. Voilà, non. Tout de suite, on va dire, il est facho. Mais voilà, c'est bon, on a assez de délinquants dans notre vie réelle pour qu'on nous en montre en plus dans des films un gosse qui est insupportable. Moi, je préfère un gosse qui est respectable. Et ce gosse était insupportable. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un gros point négatif parce que ça m'agaçait. Et à certains moments dans le film, je me suis dit, mais je préférerais rentrer chez moi, me mater Tomb Raider avec Angelina Jolie. Mais c'était sans compter sur tous les points positifs. Parce que rien qu'en vous disant ça, là, vous allez fuir, vous allez dire, ah non, je vais surtout pas le voir, je vais pas dépenser des sous pour ça. Mais il y a énormément de points positifs. Et un des plus gros points positifs, c'est son méchant, c'est Mads Mikkelsen. Et c'est pour ça que Mads Mikkelsen qui fait un nazi, c'est pour ça que je vous disais, les nazis, c'est toujours une valeur sûre dans des films d'aventure qui se passent il y a quelques décennies en arrière. Parce qu'il a un charisme de fou, mais il pète la classe, le gars. À un moment donné, vers la fin du film, il revêtit son habit de nazi parce qu'il s'est fait passer pour un scientifique travaillant pour les Américains. Et à un moment donné, il revêtit sa tenue de nazi SS. Le mec, il pète le charisme. Avec tout le dégoût qu'on devrait avoir pour l'idéologie, enfin qu'on a pour l'idéologie nazie, mais c'est toujours des méchants ultra stylés quand même. C'est des méchants qui sont bien habillés. Lui, il a un charisme, le mec. En fait, Mads Mikkelsen, on dirait le chiffre dans Casino Royale, mais version nazie. Moi, c'est en plus dans Casino Royale que je l'ai découvert. J'avais dit, oh, le mec, génial cet acteur. Et il ne m'a jamais déçu de toute sa filmographie. J'ai vu énormément de films avec lui. J'ai pas encore vu Drunk, il faut que je le voie. Mais que ce soit Riders of Justice, un film danois ou à l'humour noir qui est excellent, ou même Death Stranding, le jeu de Hideo Kojima, où il joue dans le jeu. De toute façon, il choisit toujours des projets intéressants. C'est un vrai acteur. Et les acteurs européens, et notamment danois, sont excellentissimes. Ça fait partie pour moi des meilleurs acteurs au monde. Mais Mads Mikkelsen, il est... de toute façon, même le film aurait été mauvais, ce qui n'est pas le cas. Mais rien que tu le mets, le film ne peut pas être mauvais. Voilà, Mads Mikkelsen, c'est un des plus gros points positifs du film. Un autre des plus gros points positifs du film, c'est ce que je vous dis, c'est les effets spéciaux. Le rajeunissement numérique durant la première demi-heure du film, c'est impressionnant, le rajeunissement numérique d'Harrison Ford. Et on ne se contente pas d'un rajeunissement numérique d'un mec qui est assis et qui répond à un interrogatoire. Non, on a des scènes d'action. Alors, est-ce qu'ils ont fait du deepfake, comme pour The Mandalorian avec Mark Hamill, Luke Skywalker, ou est-ce qu'ils ont fait du rajeunissement numérique comme sur l'intro de Terminator Dark Fate avec John Connor, qui était à la fois le passage le meilleur du film et le pire. J'y reviendrai pas. Voilà. Visuellement, dans Terminator Dark Fate, la séquence d'introduction, c'est une tuerie. T'as l'impression que la séquence a été tournée à l'époque de Terminator 2. Mais après, scénaristiquement, ce que ça raconte, pour moi, c'était le pire choix à faire. Je referme la parenthèse sur Terminator Dark Fate.
pour vous dire que la première demi-heure du film, où on voit les persos jeunes, ben, t'as l'impression que ça a été tourné par Spielberg dans les années 80, mais avec la technologie 4K, de l'IMAX même, et c'est tellement stylé, quoi. Et c'est là où je me dis, en fait, ils auraient très bien pu faire un film de 2 heures, qui se passe entièrement dans les années 50, avec un Harrison Ford rajeuni numériquement, voire même un autre acteur où ils auraient fait du Harrison Ford en deepfake, et au vu de la qualité des effets spéciaux, ça aurait marché. Ça aurait marché. Et je me demande si l'avenir, pour certaines, on va dire, certains personnages mythiques, ce serait pas tout simplement de les rajeunir numériquement. Parce que là, on est sur un rajeunissement numérique de très très haut niveau, hein. Bien, mais bien meilleur que dans Rogue One avec Carrie Fisher à la fin, hein. Ou Peter Cushing. Donc, écoutez, plus les effets spéciaux sont soignés, et mieux est la qualité d'un film. Et quand tu vois qu'il n'y a que 2 semaines de différence avec The Flash, et même si j'ai bien aimé The Flash parce que j'ai trouvé ça divertissant, t'es quand même sur 2 salles, 2 ambiances, quoi. T'en as un, il y a Andrés Muschietti, Andy Muschietti, qui est en train de nous dire, oui, mais vous comprenez, Flash, les effets spéciaux, c'est parce que ça se passe dans le multivers, tout est déformé, c'est normal. Non, c'est juste que tes effets spéciaux sont dégueulasses. Voilà, ça a été fait sur un iPhone et encore, plutôt un téléphone Android, une application gratuite. Alors que là, Disney, ils ont mis les moyens financiers, ils ont embauché des mecs et ils ont fait un super boulot, quoi. Donc ça fait vraiment partie des points forts du film. Donc comme je vous disais, Mads Mikkelsen, les effets spéciaux. Autre point positif pour moi, la musique de John Williams. Vraiment, je trouve que ça fait plaisir parce que c'est John Williams, maintes fois copié, jamais égalé. Et quand c'est John Williams qui revient pour mettre un terme à la composition de cette saga, tu as des sonorités qui te font penser à du Star Wars, parce qu'à plusieurs moments, je me suis dit, tiens, on dirait du Star Wars. Mais oui, c'est normal, c'est John Williams. Et en même temps, tu as le thème d'Harrison Ford de Indiana Jones qui revient à plusieurs moments, au bon moment à chaque fois. C'est pas non plus un film qui est entièrement musical. Je veux dire, il y a pas la musique ne revient pas sans arrêt, sans arrêt. C'est pas omniprésent, mais au moment où ça vient, ça augmente le côté épique du film. Et puis, les 2 derniers points, gros points positifs avant de passer à la partie spoiler, c'est justement la partie spoiler, ceux qui font dans la dernière demi-heure. Déjà, l'idée de faire ça, le visuel et l'émotion qui se dégage. Et enfin, et c'est le point pour lequel je vous dis j'avais le plus de doutes, j'avais le plus de crainte, c'était Phoebe Waller-Bridge. J'avais vraiment peur qu'elle nous fasse un perso féministe anti-patriarcal, que je déteste ce genre de truc, là, les sans-cervelles, là, voilà, les poules qui piaillent, oh, le patriarcat c'est pas bien, il faut pas manger des barbecues, ferme-la, à tout jamais. Donc moi tout ça j'en peux plus. Et j'avais peur qu'on nous ridiculise Indiana Jones en nous montrant le méchant blanc viril représentant du patriarcat avec la gentille féministe ouverte progressiste. Et c'est pas du tout le cas, pas un seul instant. Plus que ça, j'ai envie de dire Phoebe Waller-Bridge, que j'ai trouvé très sexy. Vraiment, elle a beaucoup de classe, beaucoup de charme. C'est un gros coup de cœur. Pour moi, je vais suivre sa carrière. Alors, j'ai vu qu'elle avait fait la série Fleabag, pour laquelle elle a été beaucoup récompensée aux Golden Globes. Je sais qu'elle avait travaillé sur Killing Eve, mais elle avait aussi travaillé en doublage vocal sur le robot, l'androïde qui est en Solo et Star Wars Story. Mais surtout, un projet que j'attends énormément, je vais vous le dire. Mais gros coup de cœur pour Phoebe Waller-Bridge. Ce personnage est généreux, il est intelligent, il est sensible, il est indépendant, elle est forte. Elle est très sexy pour moi, en tout cas je lui trouve un charme fou. Pour moi, c'est une Lara Croft des années 60. Elle n'a pas exactement le même physique que Lara Croft, que ce soit les jeux ou Angelina Jolie, mais c'est clairement une Lara Croft dans l'âme, mais qui se passerait dans les années 60. Elle vole la vedette par son talent. Elle vole la vedette à tout le monde dans le film, à l'exception de Mads Mikkelsen, mais elle lui tient la dragée haute. Elle vole la vedette à Harrison Ford, clairement. C'est le plus gros atout du film, Phoebe Waller-Bridge. Je lui tire mon chapeau. Je connaissais pas très bien cette actrice, j'en avais entendu beaucoup de bien, mais là, elle m'a conquis, clairement. Et je suis rassuré, c'est ce que je vous disais, venez au live que je ferai vendredi prochain, donc pas demain, mais vendredi de la semaine prochaine, le 7 juillet.
Le live adaptation de jeux vidéo, on va faire un gros live parce que j'ai des dizaines et des dizaines de news sur plein d'adaptations à vous parler, avec des dizaines d'articles à vous lire en compagnie de mon invité. Vous verrez, on va se faire un énorme live sur, pour le coup, la adaptation de jeux vidéo, le MAC du mois de juin qui arrive en début juillet. Ça va être un gros magazine, il y a plein de choses à vous dire. Et une de ces news, c'est concernant la série live action sur Amazon Prime, la série Tomb Raider. Et c'est Phoebe Waller-Bridge qui va écrire le personnage et qui va écrire la série. Et quand je vois ce qu'elle fait avec ce personnage de Helena Shaw, je suis totalement rassuré. Je sais qu'elle va faire un excellent boulot sur Tomb Raider, la série live action. Il suffit juste maintenant d'attendre le nom de l'actrice qui fera Lara Croft. Mais elle va faire un super boulot d'écriture parce que c'est aussi une scénariste très talentueuse, Phoebe Waller-Bridge. C'est pas juste une actrice talentueuse, c'est aussi une scénariste. Et elle m'a rassuré de par son interprétation et de par son traitement du personnage, parce que forcément, elle a quand même son mot à dire. Hein, c'est un perso féminin. Tu sens que voilà, elle a mis des choses personnelles dans ce personnage. Tu sens qu'elle a eu son mot à dire dans l'écriture du perso. Et je suis totalement rassuré sur la future série live-action Tomb Raider écrite par Phoebe Waller-Bridge. Donc, pour toutes ces raisons, foncez voir le film. Après, si vous voulez pas le voir, ben, vous attendrez que le film soit dispo, DVD, streaming, peu importe. Mais ça vaut quand même le coup de le voir sur grand écran. Parce que il y a notamment dans la dernière partie du film, il y a visuellement des choses assez impressionnantes. Si vous avez apprécié cette critique, voilà, on a terminé la partie sans spoilers. Mettez un pouce bleu, un petit commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous l'exprimez avec respect. Si c'est pas fait avec respect, ça prend un ban et un blocage. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Allez voir la critique de mes collègues, celle de Mr. Fred, que je vais m'empresser d'aller voir en terminant cette vidéo. Allez voir la critique de Néo, la critique qu'il a fait, la chaîne La Critique de Néo. Pour les autres, j'ai pas vu leur critique, donc je peux pas en parler. Mais n'écoutez pas les gens qui sont des blasés à chaque fois. Ah, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et surtout, si vous pensez que le wokisme est omniprésent, il n'y en a pas. En cela, c'est exceptionnel parce que c'est quand même un film Disney. Il n'y a pas plus woke que Disney. Et là, ils ont réussi à nous faire un film exempt de wokisme. En 2023, c'est une prouesse. Donc rien que pour ça, il faut quand même soutenir ce film. Sur ce, on va passer à la partie spoilers. C'est parti. Spoilers dans 5, 4, 3, 2, partie spoilers. Alors, je vais revenir sur la dernière partie du film. Ils ont le cadran de la destinée, cet objet créé par Archimède 2000 ans avant, lors de la chute de Syracuse, une bataille gréco-romaine. Il a inventé un cadran de la destinée. Un cadran, en gros, une espèce d'horloge qui permet de remonter le temps. Et à la fin, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Harrison Ford remontent le temps. Mais il pense, parce que c'est Mads Mikkelsen qui veut remonter le temps, lui, il pense pouvoir le remonter pour tuer Hitler, pour devenir lui-même le Führer. Sauf qu'il se trompe d'époque et qu'il remonte 2000 ans avant, à l'époque d'Archimède. Et là, ils atterrissent, parce qu'ils font le voyage dans le temps, ils le font en avion. Et là, ils atterrissent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une scène à la Assassin's Creed. Et là, j'ai été impressionné, j'étais là, je me disais, on est dans Assassin's Creed ou qu'est-ce qui se passe? Assassin's Creed version PS5? M'aurait-on menti? Et en fait, t'as des navires de guerre romaines et tout. Ils tombent, en fait, pendant la chute de Syracuse. Et t'as des légions romaines, t'as des mecs, les costumes sont stylés, t'as vraiment l'impression que c'est du péplum à la fin. Et t'as Indiana Jones qui est là, qui rencontre Archimède. Indiana Jones qui est blessé grièvement, qui perd son sang parce qu'il s'est fait tirer dessus vers la moitié du film. Ouais, normalement, en principe, quand tu te fais tirer la moitié et tu passes des nombreuses heures à te vider de ton sang, t'es déjà mort. Mais c'est Indiana Jones, donc forcément, faut pas chercher. Ouais. Comme on dit, ta gueule c'est magique. Bon, ben voilà. Mais quand même, il est en train de se vider de son sang et il dit à Phoebe Waller-Bridge, laisse-moi ici. Je veux pas revenir à mon époque. Je suis plus fait pour mon époque. Parce que ben, sa femme, Marion, l'a abandonné. Elle a divorcé de lui suite à la mort de leur fils, Shia LaBeouf, qui a fait la guerre. Donc on imagine que c'est la guerre du Vietnam. Et qui est mort au combat. Et il est triste, il est brisé. Indiana Jones est brisé parce que ben, il a divorcé. Enfin, en tout cas, il est en procédure de divorce. Il a perdu son fils. C'est quelqu'un de profondément triste.
Et quand il tombe 2000 ans en arrière face à Archimède, avec, bon après c'est toujours le problème des films avec voyage dans le temps, c'est que c'est jamais cohérent. En fait, il lui apporte le cadran, ça lui donne l'idée de faire le cadran, mais sinon, est-ce qu'il aurait eu l'idée, donc comment ça se fait qu'ils l'ont eu à la base? C'est toujours ce problème de voyage dans le temps, c'est pour ça que c'est de la science-fiction. Mais quand il dit, voilà, laisse-moi là, et t'as les Romains en train de se battre, t'as les navires, t'as les catapultes, t'as l'impression d'être dans Age of Empires, gars. Age of Empires. T'as l'impression d'être dans Assassin's Creed. À un moment même, t'as des vues aériennes, tu dis, va faire le saut de la foi. C'est génial. Franchement, c'est du péplum à fond. J'ai adoré. Et Phoebe Waller-Bridge, elle est en pleurs parce qu'elle l'aime comme son deuxième père. Et elle lui dit non, non, reviens avec moi, reviens dans notre temps présent, sinon tu vas altérer le cours de l'histoire. Et lui il dit laisse-moi là, préfère mourir en paix à une époque que j'aime, face à quelqu'un dont je suis admiratif, un des plus grands génies de l'histoire, Archimède. Et finalement, elle l'assomme et elle le ramène dans le présent. La continuité de l'histoire est respectée, ils n'ont pas altéré le cours de l'histoire de l'humanité. Et il se réveille dans son lit avec un bandage, on lui a retiré la balle, sa blessure. Il a dû sûrement passer plusieurs jours dans les vapes. Et Phoebe Waller-Bridge, on sent qu'elle a veillé sur lui. Il y a Salah qui est joué par John Rhys Davis, ouais c'est ça, Jonathan Rhys Davis, bah, Gimli dans le Seigneur des Anneaux, bah, qui jouait Salah aussi dans les anciens Indiana Jones, qui est là à son chevet. Il y a l'autre gosse qui est insupportable que je peux pas Teddy là, petite moustache freluquée. Bon, t'as tout le monde, tous ceux qui l'ont accompagné durant le film et durant ses aventures, qui sont là. Et t'as Marion qui débarque et elle se réconcilie avec lui. En gros, voilà, ils parlent de leurs blessures affectives et tu sens qu'elle l'aime toujours et que finalement ils vont pas divorcer et qu'ils vont être là l'un pour l'autre. C'est la fin de ses aventures. Il a posé le chapeau et le lasso et maintenant c'est Phoebe Waller-Bridge qui prend le relais. Y aura-t-il un Indiana Jones 6 avec Phoebe Waller-Bridge en perso principal? Je serais tenté de dire que c'est une bonne idée, mais Indiana Jones sans Harrison Ford, c'est pas forcément la meilleure idée et il faut pas faire un nouveau film avec Harrison Ford. Bon, déjà pour celui-là, il est trop vieux. Donc voilà, on va dire que scénaristiquement, il y a des possibilités pour une suite. Ils ont bien fait de pas le tuer parce que ils ont déjà tué Han Solo comme icône. Ça aurait été du gâchis de tuer Indiana Jones, mais cette dernière partie, l'émotion qui se dégage de la relation entre Helena Shaw et Indiana Jones, entre Phoebe Waller-Bridge et Harrison Ford, c'est vraiment le cœur émotionnel du film. Puis revenir dans le temps, tout cet aspect péplum, moi ça m'a enchanté, j'ai trouvé ça génial. Il y a une partie donc science-fiction. Là, on n'est pas sur des extraterrestres comme le 4, on n'est pas sur du surnaturel comme sur les 3 premiers. Malgré tout, il y a quand même une partie, entre guillemets, fantastique, même si c'est de la SF avec ce voyage dans le temps, j'ai trouvé ça génial. Rien que pour ça, pour moi, ça vaut le coup d'aller voir le film. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu long, 2h30, ça aurait mérité 2h10, générique inclus, mais je vais pas bouder mon plaisir. Au jour d'aujourd'hui, quand tu vois les films qui sortent de super-héros, qui moi, ça m'insupporte, hein, je vous ai dit, hein, moi, tout ce qui est James Gunn sur DC Comics, là ils viennent de choisir le nouveau Superman, même pas je dépense un centime pour aller voir ça, mais même pas. Malgré tout, voilà, un film à l'ancienne comme Indiana Jones 5, ne vous privez pas d'aller le voir. Ne vous privez pas, et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça fait presque 30 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là. Ceci dit, voilà, petite parenthèse, moi je vais pas aller voir les films de James Gunn, là, le nouveau DCU, mais si vous y allez, régalez-vous. Hein. Voilà. Je ferai pas de vidéo pour descendre les films. Je vais pas aller les voir, je vais pas en parler, forcément. Je ne parle que de ce que j'ai vu. Donc, Indiana Jones 5, je l'ai vu, je m'attendais à une catastrophe, j'ai été agréablement surpris. Si vous vous attendez à rien, vous devriez être encore plus agréablement surpris. Et puis sinon, rematez-vous les 4 premiers. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On se retrouve ce week-end pour la critique de Vaincre ou Mourir. Je vais parler de ce film qui est une masterclass. Enfin, faut que j'arrête d'utiliser ce mot. Qui est une claque. C'est plutôt le terme. Et je vais vous en parler bien évidemment en bien de Vaincre ou Mourir. Ce film qui s'est fait descendre, qui s'est fait traiter de facho. Hein, l'insulte ultime.
Voilà, on se retrouve donc, ce sera probablement samedi ou dimanche pour la critique de Vaincre ou Mourir. J'ai enfin pu voir le film et je vais vous dire tout ce que j'en pense. Ce sera une critique assez personnelle d'ailleurs. Et voilà, on a dépassé les 900 vidéos, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce bleu, commentaire. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao tout le monde.